Dans la précédente vidéo, je suis allé chercher un ordinateur Packard Bell de 2001 et j'ai procédé au nettoyage de l'unité centrale. Vous avez été nombreux à me signaler dans les commentaires que j'avais remonté le ventilateur du CPU à l'envers, et effectivement, je ne m'en étais pas rendu compte. Ça m'a posé quelques problèmes, comme par exemple ce bruit de frottement lors du premier test. Et le bip que l'on entend, lui, c'est une alarme due au fait que j'avais branché le ventilateur sur le connecteur du châssis et pas sur celui du CPU. Et un peu plus tard, j'ai eu des problèmes avec la température puisque l'athlon chauffait à 78 degrés. Sur le coup, j'avais pas identifié la cause, donc j'ai mis un autre radiateur qui, forcément, lui, avait son ventilateur dans le bon sens. Et suite à la lecture des commentaires, j'ai examiné mes rushs et effectivement, on voit bien que j'avais remonté le ventilateur dans le mauvais sens. J'ai donc ressorti le ventirad, celui d'origine, et j'ai remis le ventilateur dans le bon sens. Et pour ma défense, regardez comme les deux faces se ressemblent. Moi, je suis habitué à ce qu'il y ait un côté avec et un côté sans autocollant sur les ventilateurs. Et là, je me suis fait avoir. Donc merci à vous, j'ai pu corriger mon erreur et résoudre ce petit mystère. Ah oui, et tant qu'on parle de gens qui ont le coup d'œil, il y avait également un faux raccord avec les lecteurs CD. J'ai dit que l'ordre avait une importance, mais je les ai remontés dans l'autre sens pourtant. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, je voulais parler de la connectique IDE, avec la notion de master et de slave, et j'avais configuré les deux lecteurs en cable select. Mais ça marchait pas, donc je les ai remis après en master et en slave, mais en les inversant, sans faire exprès. Et au final, j'ai pas gardé cette séquence au montage, donc ça fait un faux raccord. Je pensais que personne ne s'en apercevrait, mais visiblement si. Donc je n'ai qu'une chose à dire. Bien vu, Saint-Michel. Allez, cette fois c'est bon, je peux enfin refermer le boîtier. Bon, c'est pas si mal. Il faudra juste que je m'occupe de ce port USB frontal un peu plus tard. Bon, je pense qu'il est temps que je m'occupe de l'écran, et ça va pas être une mince affaire. Je vais commencer par frotter avec du sopalin et du produit nettoyant. En fait ça va, c'est pas si mal, regardez. Bon c'est parti, nettoyons l'intégralité de l'écran avec cette méthode. C'est pas si mal, mais par contre, regardez, il reste pas mal de cambouis dans les trous d'aération. Il va falloir que je trouve une méthode pour nettoyer ça. Je vais enlever ce bout de scotch dégueulasse. Et encore une fois, étant donné que je ne veux pas m'attaquer à la peinture par peur qu'elle s'en aille, tant pis, il va rester quelques traces. Passons plutôt un petit coup sur l'écran en lui-même. Alors la première solution que je vais tester pour nettoyer les petits trous de ventilation, c'est avec un coton-tige imbibé de produit à vitre. Alors regardez, c'est plutôt efficace, mais il y a un seul problème, c'est que je vais y passer des heures et gaspiller des centaines de coton-tiges. J'ai envisagé de démonter l'écran afin de voir si je pouvais le traiter au jet d'eau ou quelque chose du genre, mais je ne suis pas parvenu à le démonter, il y a quelque chose qui bloque. Et je n'ai trouvé aucune documentation, donc j'ai laissé tomber. À la place, j'ai testé une autre solution à base de brosse à dents avec toujours du produit à vitre. Et alors soit je peux brosser de manière circulaire comme ceci, soit je peux mettre des petits coups. Et ensuite, en complément de cette méthode, là j'ai dû finir au coton-tige. Ça m'a pris une bonne heure, mais ça en valait la peine, regardez. L'écran me paraît quand même globalement très propre. Et bien sûr, je n'oublie pas de nettoyer le câble VGA à l'alcool. Ah, et j'ai failli oublier le support de l'écran. Je vais commencer par le démonter. Alors j'ai eu un peu de mal, mais au final ça va. Pour me faciliter la vie, j'ai décidé de tout mettre dans une bassine d'eau remplie d'eau savonneuse. Et je frotte légèrement à l'éponge. Et voilà le résultat, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Passons au réassemblage. Et voilà, j'ai réussi à tout reclipser et ça a l'air de bien tenir.
Je vais maintenant m'occuper de la souris, histoire de me reposer un peu. Personnellement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une souris à boule. Alors sur la vidéo, ça ne se voit pas très bien, mais les petites roulettes à l'intérieur sont vraiment très propres. Du coup, je vais juste lui passer un petit coup de chiffon et nettoyer le câble. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin avec ce clavier absolument immonde. Regardez un peu l'état des touches. Je vais commencer par le plus simple avec le nettoyage du câble. En dessous du clavier, j'ai une espèce d'étiquette jaune, et alors je l'ai floutée car on dirait qu'il y a des numéros de carte bancaire écrits dessus. Mais bon, j'imagine qu'ils sont expirés depuis des années, même si j'ai pas testé. Et c'est parti pour le dévissage. Alors, j'avais pas vu, mais le plastique est cassé, regardez. Je verrai après si je peux le recoller. Encore plus de dévissage. Je retire cette petite platine électronique. Puis j'enlève les différentes couches qui composent le clavier. C'est un véritable sandwich. Et maintenant, je vais retirer toutes les touches. Alors je pourrais simplement tirer dessus pour les enlever, mais c'est plus simple de pousser par-dessous. Voilà le résultat. Ça fait rêver, non? Et voici l'état du clavier sans les touches. Allez, c'est parti pour le brossage. Et pour le coup, ça a l'air de plutôt bien nettoyer, regardez. Bon, finalement, je l'ai passé sous l'eau du robinet, et voilà ce que ça donne. C'est beaucoup mieux. Pareil pour les membranes que j'ai aussi passées sous l'eau. Et me voici maintenant parti pour nettoyer les touches une par une. Je frotte le dessus à l'éponge et ensuite je passe un coup de brosse à dents en dessous lorsque c'est nécessaire. Et après avoir rincé le tout, eh bien, il est temps de les mettre à sécher. Et pendant ce temps-là, je vais voir si je peux recoller la petite pièce en plastique cassée. J'ai pour cela utilisé de la colle, mais c'était une erreur. Regardez, le résultat n'est pas vraiment bien. La colle a bavé car j'ai dû en mettre trop, j'imagine. Et je sais que je vais peut-être me faire engueuler dans les commentaires, mais je vous le montre quand même au cas où ça pourrait empêcher d'autres personnes de faire la même erreur. Ensuite, je remets en place les différentes couches du clavier ainsi que la petite platine électronique. Allez, je vais remettre toutes les touches du clavier. C'est quand même le puzzle ultime pour les geeks, non? Alors, j'ai remonté le clavier de manière assez sommaire, d'ailleurs il manque la barre d'espace et certaines vis, mais je voulais faire un test. Et alors autant on voit que la touche N fonctionne bien, en revanche la touche A ne marche pas du tout. Donc il va falloir que je démonte le clavier pour vérifier ça. Et là on arrive dans la partie de la vidéo où j'ai fait une petite erreur. Je sais que les pistes et les contacts des circuits imprimés sont assez sensibles aux saletés, donc j'ai décidé de tout nettoyer à l'alcool. Là encore ça va, mais à un moment donné j'ai aperçu ceci. C'est la partie qui fait contact avec la platine électronique et pour moi cette petite coloration noire ressemblait à de l'oxydation. Donc j'ai tout nettoyé avec du bicarbonate de soude et sur le coup le résultat m'a paru très bon. Sauf qu'après remontage, eh bien, le clavier est complètement mort, il ne fonctionne plus du tout. J'ai fait des tests à l'ohmmètre et les contacts semblent encore conducteurs même si la résistance est un peu élevée. Mon hypothèse était que les contacts noircis étaient oxydés, en fait c'était peut-être une couche censée au contraire améliorer la conductivité. Alors j'imagine qu'il est possible de les réparer en utilisant du vernis à contact, mais bon, ces produits sont assez chers et j'ai déjà investi beaucoup dans ce projet. Désolé s'il y a parmi vous des fans de Pacarbel outrés par mon erreur, mais pour ma défense, disons qu'il n'existe pas de documentation ou de tutoriel, ou du moins j'ai pas trouvé, donc là encore j'ai choisi de montrer mon erreur si jamais ça peut servir à d'autres personnes.
Bon allez, il est temps de brancher cet ordinateur et de jouer un peu avec. Alors je sais que j'ai déjà réinstallé un Windows XP vierge, mais j'avais envie finalement de voir ce que propose le bundle de CD de restauration. Après avoir booté sur la disquette, qui du coup sert à la restauration, j'ai mis le Master CD numéro 1 et je suis arrivé sur ce menu. J'ai demandé une restauration complète. La procédure fut très longue puisqu'elle a nécessité environ 1h30. Et pour le coup, j'ai remis un écran plat car c'est plus facile à filmer. Comme prévu, il y a pas mal de crapware, mais moins que ce que je pensais. Et le système est plutôt réactif quand on sait qu'il n'y a que 128 Go de RAM et qu'il tourne sur un disque mécanique. J'ai bien envie de tester la lecture d'un DVD, mais il va falloir que je branche les haut-parleurs. Alors je voulais brancher ces haut-parleurs pour tester, et j'ai vu quelque chose d'étrange, c'est que regardez, j'ai pas de bloc d'alimentation en fait, j'ai que ce connecteur là, et je me suis dit, c'est bizarre, il doit manquer quelque chose. Mais en fait non, puisque... Alors je sais pas si on voit, mais voilà, en fait sur l'alimentation, il y a un petit connecteur ici, et donc j'imagine que, voilà, ça va comme ça. Et donc c'est un design vraiment étrange, j'avais vraiment jamais vu ça de ma vie. L'alimentation pour les haut-parleurs et l'alimentation du PC en fait. Étant donné que l'ordinateur date de 2001, j'ai mis un DVD d'à peu près la même époque. Et aussi parce que je suis un gros nerd fan de Stargate SG-1. Nous n'avons aucune identification générale. En fait, nous n'avons rien du tout. Concernant les ports USB de façade usés ou même totalement défoncés pour l'un des deux, eh bien j'ai commandé des connecteurs de remplacement. J'ai donc démonté la carte et tenté de dessouder les deux ports, mais ma première tentative fut un échec. La raison est que mon fer à souder, un modèle de 25 watts, n'était pas assez puissant. Car oui, étant donné que ces ports subissent de fortes contraintes mécaniques lorsque l'on branche ou débranche des périphériques, eh bien j'imagine que les soudures doivent être assez costaudes pour ne pas se rompre. Heureusement, j'ai eu l'occasion de rendre visite à mes parents peu après et mon père m'a aidé à m'en sortir, avec un fer de 60 watts et une pompe à dessouder. Un grand merci à lui. Après avoir retiré les anciens ports, j'ai pu souder les nouveaux. De retour chez moi, j'ai nettoyé les résidus avec de l'alcool et la fameuse brosse, et j'ai fait quelques tests à l'ohmmètre avant de remettre la carte en place. La bonne nouvelle, c'est que les ports marchent tous les deux, et donc je suis plutôt content. En revanche, il y a un problème car les nouveaux ports sont beaucoup trop courts, donc une fois le bezel remis en place, eh bien on ne peut plus les atteindre, regardez. J'ai fouillé dans ma caisse à outils et j'ai trouvé des joints de plomberie que j'ai utilisés comme entretoise pour rehausser un peu la carte. Et alors là, c'est pas parfait, mais au moins les ports sont utilisables, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est une grande amélioration par rapport à avant. Et enfin, un dernier problème que j'avais avec l'écran cathodique, l'affichage a l'air de trembler. Je suis allé jeter un coup d'œil dans l'OSD et j'ai trouvé une fonction rappel qui réajuste l'affichage correctement et du coup mon problème est maintenant corrigé. Et là c'est une reconstitution puisque j'ai fait le troubleshoot hors caméra. Maintenant que j'ai terminé de restaurer cette machine, j'aimerais ajouter quelques remarques. Premièrement, je note que la souris peut se brancher sur le clavier et j'y vois là une référence à l'iMac de chez Apple. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Ensuite, une chose qui m'étonne vraiment, c'est ce bezel en plastique à l'arrière. Je ne vois pas trop son utilité à part l'esthétique, ou peut-être pour pouvoir poser un cadenas, mais ça me paraît pas très utile sur un modèle grand public. Et ça n'a l'air de rien, mais d'habitude les constructeurs cherchent à réduire au maximum les coûts, donc ce bezel va un peu à l'encontre de ça. Et si vous ne le saviez pas, Packard Bell est aujourd'hui une filiale de Acer. Et ouais, c'est pas très flatteur, hein. Et enfin, j'aurais adoré vous en dire plus sur l'historique de cette machine. Malheureusement, c'est très difficile de trouver des informations car la gamme iMedia est très vaste, donc les résultats de recherche sont pollués. Par contre, je suis tombé sur ce site où l'auteur parle d'un modèle un peu similaire qu'il se rappelle avoir acheté 1749 € en 2001. Alors ce prix comporte l'écran et il a 2 fois plus de RAM que mon modèle ainsi qu'une carte graphique ATI si j'en crois les specs. N'empêche que 1749 € de 2001 avec l'inflation ça fait 2412 € ramenés en 2022. Et ouais, c'est très cher. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié ce double épisode. Je ne me prétends absolument pas expert en restauration et si vous pensez qu'on peut sauver le clavier, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Merci à vous d'avoir regardé, à bientôt.